En août 1932, alors que l'arrivée d'Hitler au pouvoir semblait désormais inévitable, le Congrès juif américain appela les juifs du monde entier à s'unir contre le national-socialisme. Pourtant, la nomination d'Hitler au poste de chancelier ne provoqua aucune réaction notable. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup, les juifs espéraient qu'après tant d'autres, le cabinet d'Hitler chuterait. Mais la façon dont le pouvoir neutralisa le danger communiste démontra qu'il saurait affronter les tempêtes. Ayant acquis la confiance des masses, le 5 mars 1933, les nationaux-socialistes obtinrent la majorité absolue au Reichstag. Le 23 mars, enfin, Hitler obtint les pleins pouvoirs afin de relever le pays. Plus personne ne pouvait douter que les nationaux-socialistes resteraient au pouvoir afin d'appliquer leur programme. Voilà pourquoi le même jour, des associations juives réagirent. Elles déclarèrent la guerre économique à la Nouvelle-Allemagne. Leur arme serait le boycott mondial des produits allemands. Une propagande intense fut organisée. En Angleterre et aux USA, elle atteignit son paroxysme. Le gouvernement national-socialiste rétorqua en organisant, le 1er avril, un jour de boycott des magasins juifs. Cette mesure fut présentée comme une agression antisémite, alors qu'il s'agissait, bien évidemment, d'une réaction à la déclaration de guerre économique lancée une semaine plus tôt. Ajoutons qu'à l'étranger, les associations juives orchestrèrent l'agitation anti-nazie. L'objectif était de provoquer par tous les moyens la chute du gouvernement hitlérien. En attendant, de nombreux juifs quittaient l'Allemagne. Les plus pauvres étaient recueillis et vivaient de la charité publique, comme ici en France. En septembre 1935, l'Allemagne promulgua les lois de Nuremberg. Elle devait apporter une solution à la question juive en donnant aux Juifs d'Allemagne le statut de résidents étrangers et en interdisant tout mélange avec la population allemande. Dans les démocraties, la presse réagit négativement. Le Daily Mirror titra en première page « Nouvelle purge en Allemagne, des lois drastiques concernant les Juifs ». Une semaine plus tard, un officiel américain rencontra l'homme qui s'occupait de redresser l'économie allemande, Hjalmar Schacht. Celui-ci déclara « L'autre jour, j'ai appelé M. Warburg pour qu'on se rencontre et je lui ai expliqué les garanties que l'Allemagne accorde désormais aux Juifs. À partir de maintenant, ils peuvent s'engager dans leurs activités commerciales, ils peuvent vaquer à leurs affaires et ils seront protégés par l'État. J'ai dit à M. Warburg de convaincre les siens d'arrêter leur agitation et d'accepter cette protection. » L'Américain objecta « Mais s'il ne peut les faire arrêter, et si les Juifs n'acceptent pas cette position inférieure qui leur est donnée par l'Allemagne dans son équanimité, alors quoi ?» M. Schacht fit la grimace et haussa les épaules. « Je ne sais pas ce qui pourra leur arriver. » L'avertissement était net. Les Juifs devaient cesser leur campagne d'agitation. Mais ils la poursuivirent. C'était l'époque où, avec surprise, le monde constatait la réussite sociale de l'hitlérisme. Pour la gommer, la propagande libérale adopta, et adopte encore, la dialectique suivante. L'hitlérisme est une dictature qui nie la liberté. Comprenez, la liberté au sens que la gauche donne à ce mot. C'est à ce prix qu'il a pu obtenir quelques réussites sociales. Mais personne ne peut être heureux dans un tel régime. 1. Si des Allemands semblent heureux, c'est parce qu'ils sont hypnotisés. Le pain qu'Hitler leur donne les contente et la propagande que Goebbels orchestre les subjugue. Nourri par Hitler et manipulé par Goebbels, une grande partie du peuple a abdiqué ses libertés. 2. Ceux qui ne sont pas subjugués vivent dans la terreur. Les élections sont truquées, les libertés démocratiques supprimées, liberté de la presse et liberté syndicale notamment. La Gestapo surveille tout le monde et les adversaires sont jetés dans des camps de concentration. Conclusion, l'hitlérisme est une horrible dictature qui impose un bonheur artificiel à certains et qui jette les autres dans des camps de concentration.
À cette propagande s'en ajoutait une autre, destinée à effrayer les peuples voisins. Quand Hitler affirmait vouloir vivre en paix avec l'étranger, la propagande libérale répondait « N'en croyez rien, l'Allemagne nazie veut vous endormir pour mieux vous égorger le moment venu ». Cette propagande se déchaîna une première fois lorsqu'Hitler annonça le réarmement du pays. Avec d'autres, l'Excelsior accusa l'Allemagne de violer les clauses du traité de Versailles. C'était vraiment cynique, car on oubliait d'expliquer que la 5e partie du traité qui exigeait le désarmement allemand commençait ainsi. En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les nations, l'Allemagne s'engage à observer strictement les clauses militaires ci-après stipulées. Le désarmement du vaincu devait donc être le prélude à un désarmement général. Fin 1926, l'Allemagne avait rempli ses obligations. Seuls 2 points mineurs subsistaient. Le 8 décembre, la Société des Nations annonça la fin de la commission de contrôle interallié. Mais par la suite, les vainqueurs refusèrent de tenir leur engagement. Le 23 mars 1933, Winston Churchill lui-même l'avoua. Aux communes, il dénonça les méthodes qui permettaient aux vainqueurs de repousser sine die le désarmement. Une nouvelle preuve vint quelques semaines plus tard. Lorsqu'on demandait à la France de désarmer, elle répondait toujours « oui, mais », et ce « mais » rendait impossible le désarmement. Le 14 octobre 1933, lassée d'attendre, l'Allemagne quitta les négociations et annonça qu'elle se retirait de la Société des Nations. Sans doute espérait-elle que son geste pousserait les vainqueurs de 1918 à respecter leur promesse de désarmer. Mais pendant 2 ans, rien ne vint. Personne ne désarma. En 1934, la presse grecque le remarqua. Obsédées par leur sécurité, les nations se groupaient entre elles sans aucunement désarmer. Le désarmement, ça viendrait peut-être après. Face à ce viol flagrant des engagements pris à Versailles, le 16 mars 1935, Hitler annonça officiellement qu'il réarmait. À son procès, le général von Lieb souligna que le réarmement allemand n'avait pas violé le traité de Versailles, car les vainqueurs de 1918 avaient trahi leur promesse de désarmer. L'accusation ne put rien répondre tant c'était évident. Mais en 1935, avec sa mauvaise foi habituelle, la propagande anti-nazie agita le spectre de l'Allemagne revancharde et dangereuse. Les agitateurs anti-hitlériens en profitèrent. « Le nazisme engendre la guerre » pouvait-on lire sur cette pancarte. Le 28 juillet 1935, cette agitation provoqua un premier incident diplomatique. À New York, une foule envahit un paquebot allemand, le Bremen, arracha le drapeau du Reich et le jeta à la mer. Dans un premier temps, les manifestants furent présentés comme des communistes. 2 jours plus tard, toutefois, la vérité apparut. Il s'agissait de juifs qui ripostaient aux persécutions envers les juifs en Allemagne. Début février 1936, la violence monta d'un cran. En Suisse, un étudiant juif tua le représentant allemand du national-socialisme, Wilhelm Gustloff. Interrogé par la police, il revendiqua le caractère politique de son geste et ajouta que s'il avait pu, il aurait tué Hitler en personne. En Allemagne, cet attentat renforça l'antijudaïsme.